Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Centre des Monuments Nationaux. On est très heureux de vous accueillir en cette rentrée dans un endroit un peu particulier. On a l'habitude de vous emmener beaucoup dans les châteaux, les abbayes, le Panthéon, l'Arc de Triomphe, etc. Vous avez fait tous ces tours de monuments. Peut-être Carnac pour remonter le temps jusqu'en 3000 ans avant Jésus-Christ, mais là on va remonter bien avant ces années-là. Et oui, on est à la grotte de Père-non-Père, en compagnie de son administrateur Marc Martinez qui va nous faire vivre cette visite. Bonjour Marc. Ma première question, Marc, est où se trouve-t-on ici? Donc je disais en Gironde, mais où particulièrement? Alors nous sommes sur la commune de Prignac et Marcant, dans le département de la Gironde, effectivement, à une trentaine de kilomètres au nord de Bordeaux, entre Saint-André-de-Cubzac et Bourg-sur-Gironde. Et donc un tout petit village, et là nous sommes dans la partie boisée qui nous mène devant l'entrée de la grotte de Père-non-Père. D'accord, juste pour les accès, Bordeaux se trouve à 30 minutes, une trentaine de minutes? À peu près une trentaine de minutes du pont d'Aquitaine, donc quand ça roule bien, ça va très vite pour venir jusqu'à nous. Ben, parfait, et puis on reviendra en conclusion sur voilà, le large choix que s'offre aux visiteurs de la région et de ce coin-là, au-delà de la grotte de Père-non-Père. Mais sans plus attendre, allons voir devant la grotte avant de rentrer pour que tu nous parles un petit peu de cette période et de l'occupation de la grotte. On y va. Donc voilà l'entrée de la grotte. Marc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu voilà, de ce positionnement de cette grotte, de ces roches qui nous entourent? Donc juste pour préciser, l'occupation de cette grotte, les dates, ce serait exactement... Alors ici, la grotte de Père-non-Père, bon, sa particularité déjà, c'est d'être une grotte ornée de gravures, d'animaux gravés sur les parois. Il n'y a donc pas de peinture ici, il n'y a pas de pigments colorés comme Lascaux, mais aussi comme Faune de Gomme. Mais l'intérêt majeur de ces gravures, c'est bien évidemment leur âge, leur datation, puisqu'on se situe aux alentours de 32 000 ans avant notre ère, évidemment. D'accord, ce qui en fait une des grottes les plus anciennes à visiter. C'est ça. Nous sommes dans la culture aurignacienne, donc Père-non-Père fait partie de ces toutes premières grottes ornées, vraiment par rapport à cette datation. On est dans la même culture que la grotte Chauvet, donc je le répète, au-delà de 32 000 ans avant notre ère. Par rapport à Lascaux, nous sommes pratiquement 2 fois plus vieux que les peintures et gravures de Lascaux. Oui, on a emmené certains abonnés à la grotte de Fond de Gomme, gérée aussi par le Centre des Monuments Nationaux. Et là aussi, on est dans le Magdalénien et dans les 12-18 000 ans avant Jésus-Christ, donc on est bien avant ici. Exactement, je le répète, culture aurignacienne. Donc, ce qui est important de se dire, c'est que ce que nous allons voir dans un instant, ces gravures-là sont considérées aujourd'hui comme une des toutes premières formes d'expression artistique de l'humanité. D'accord, ouais, bon, on a hâte, et je pense que nos visiteurs aussi, de rentrer à l'intérieur. N'hésitez pas à poser des questions, on y répondra plus tard évidemment, et Marc se fera un plaisir et toutes ces équipes qui travaillent sur le site de vous répondre. J'ai une question sur l'endroit là où on est, et notamment ces roches. Est-ce qu'on était dans la grotte ici avant ou c'était vraiment l'entrée qu'ont connue les hommes préhistoriques? Alors aujourd'hui, la grotte est relativement petite, puisque de la porte que nous voyons là-bas au fond jusqu'à son extrémité, elle fait moins de 20 mètres. Donc c'est un espace extrêmement réduit. Par contre, à l'époque de la préhistoire, quand les hommes étaient là, en tout cas durant la première période d'occupation, cette grotte était beaucoup plus grande. Et en fait, ce que l'on voit de chaque côté, bien visible aujourd'hui, c'était les parois latérales de la caverne. Alors, ce qui s'est produit, c'est un phénomène très classique, toute la partie supérieure s'est effondrée. À l'époque de la préhistoire, c'est un effondrement extrêmement ancien, ce qui explique la dimension réduite, modeste de la caverne aujourd'hui. Mais pour être bien clair, en fait, nous marchons ici, à l'intérieur de la grotte, telle qu'elle se présentait durant la première fréquentation humaine. D'accord, et cette première fréquentation remonte donc avant la fréquentation qui a amené notamment les gravures qu'on va voir à l'intérieur. Absolument, donc les gravures, je le répète, moins de 32 000 ans avant notre ère, mais il faut savoir ici que la première fréquentation de l'homme, c'est l'homme néandertal qui a fréquenté cet endroit, se situe aux alentours de moins 80 000 ans. Donc moins 80 000 ans, première période de fréquentation, les gravures aux alentours de 32 000 ans, et le dernier niveau de fréquentation humaine aux alentours de moins 18 000 ans. D'accord. Et est-ce qu'on sait pourquoi, une question que je me pose, c'est, on parlait de l'ère des Magdaléniens, notamment à Lascaux, à la grotte de Fond de Gomme, pourquoi ici, cette occupation s'est arrêtée avant cette ère-là qu'on connaît souvent plus dans les visites qu'on peut faire dans les grottes, notamment dans la vallée de l'Homme?
Tout à fait. Alors ici, au fur et à mesure de l'occupation, il s'est produit ce qu'on appelle un remplissage archéologique. N'oublions pas, 60 000 ans de fréquentation humaine. Les hommes ont laissé derrière eux des outils, des ossements d'animaux, etc. Puis la grotte a été abandonnée. On verra à l'intérieur, il y avait encore des ouvertures qui ont fait que la terre, les feuilles, etc. ont rempli progressivement cette cavité. Et donc, le dernier niveau d'habitat se situe à peu près à 60 cm de la voûte. Donc il n'y avait plus d'espace pour que d'autres hommes puissent venir. C'est pour ça que les Magdaléniens n'ont pas fréquenté la grotte de Père-non-Père. D'accord, bon Marc, tu en as trop dit, on a très hâte de rentrer dans cette grotte, on va y aller et peut-être ce sera l'occasion quand on va rentrer de parler de ce qui est toujours très lié aux grottes préhistoriques, c'est la découverte et comment ensuite on a pu les préserver. Et tu peut-être feras une explication sur pourquoi c'est une grotte authentique, pourquoi certaines ne le sont pas, parce qu'on a la chance, comme tu le disais, de rentrer ici dans une grotte authentique. Allons-y. Absolument, on y va. Donc là, évidemment, on se retrouve dans l'obscurité. Avec le bruit pour l'ambiance. Exactement. Donc la première chose que tu vas nous montrer, c'est, je parlais de l'obscurité, on voit ici, là, dans ce que tu éclaires, une sorte de trou rempli par une pierre. Qu'est-ce que ça pouvait être? Est-ce que ça a toujours été comme cela? Alors ce trou, il est important pour deux raisons. La première, on va remonter donc au temps préhistorique. On pense que ce trou était déjà bien présent avant qu'il ne soit bouché par ce gros bloc. Et on pense que c'est par là que la lumière du jour, la lumière du soleil, entrait et éclairait une partie de la grotte. Et on pense à ça parce que toutes les figurations gravées se situent dans cette première zone, c'est-à-dire autour de l'endroit qui était le mieux éclairé par la lumière naturelle du soleil. Voilà. Par contre, ce trou, la seconde fonction extrêmement importante de ce trou, si l'on peut dire, et là on va revenir à l'époque de la découverte, quand cette grotte a été découverte en 1881, la légende dit que c'est une vache, tout simplement, qui était dans un champ, donc dans la partie supérieure, bien évidemment, qui a eu la bonne idée de se coincer les pattes à l'intérieur de ce trou, et c'est comme ça que la grotte de Père-non-Père aurait été découverte. Et après, bien sûr, on a posé ce gros bouchon de pierre pour des raisons évidentes de sécurité et de conservation. D'accord, donc une belle légende, évidemment, pour cette trouvaille et cette découverte de cette grotte. Est-ce que ça a vraiment, parce que par rapport à d'autres grottes, c'est découvert encore avant, est-ce que ça a vraiment changé l'approche qu'on pouvait avoir de l'art pariétal? Tout à fait. Alors, on l'a expliqué de manière très rapide à l'extérieur, mais quand François Dallot, donc l'inventeur de cette grotte, rentre à Père-non-Père en 1881, il ne va voir aucune gravure. Pourquoi? Le sol sur lequel nos pieds reposent aujourd'hui n'est pas à cette hauteur-là, puisque nous pensons que la grotte était remplie donc jusqu'ici, c'est-à-dire à 60 cm de la voûte. Donc, quand il est rentré ici, François Dallot, il rampait dans un mince boyau, donc sur une quinzaine de mètres, mais surtout, il ne voyait aucune figuration gravée, puisque ces gravures étaient complètement cachées par ce remplissage archéologique. Par contre, déjà à cette hauteur-là, il va trouver donc des silex, des outils que les hommes préhistoriques utilisaient, des ossements d'animaux, parfois d'animaux de la préhistoire. Donc il se dit, là je suis quand même sur un filon archéologique extrêmement intéressant. Il va fouiller. Au fur et à mesure qu'il va fouiller, le sol va descendre progressivement. Et un beau jour, les tracés gravés vont apparaître. Et donc pourquoi nous sommes sur un site majeur de la préhistoire mondiale? C'est ici que la reconnaissance officielle de l'art préhistorique a pu se réaliser. Pourquoi? Ces représentations gravées étant sous un dépôt archéologique déjà préhistorique, puisqu'elles étaient recouvertes par des sédiments, on a trouvé, je répète, des ossements d'animaux préhistoriques, elles ne pouvaient évidemment être l'œuvre que des hommes de la préhistoire. Et c'est un coup de tonnerre énorme dans cette fin du XIXe siècle. Enfin, on a la preuve que nos lointains ancêtres étaient bien les premiers artistes. D'accord. Oui, en effet, c'est vrai qu'on a souvent des concepts tout faits et c'est vrai que là, on est en face de la preuve de l'art pariétal. Cette preuve, je crois qu'il y a une des représentations que tu voulais nous montrer, notamment parce que vraiment, même dans l'histoire de l'art, dans la représentation qui est vraiment caractéristique et assez exceptionnelle.
Tout à fait. Alors, on va se mettre en face pour arriver à l'éclairer. Voilà, il faut toujours être bien placé, c'est ça qui est assez génial. Voilà, pour le dire, évidemment, il faut venir visiter parce que la vidéo vous permet de comprendre grâce à Marc voilà, pourquoi ce lieu est exceptionnel. Mais quand on vient visiter, on doit se placer, on ne voit pas tout au début, tout se dévoile, c'est assez extraordinaire. Absolument. On dit très souvent d'ailleurs que l'art préhistorique est avant tout un art d'éclairagiste. Donc, il faut arriver à jouer avec la lumière pour arriver à faire apparaître ce qui n'est pas visible au premier abord. Voilà, alors cette figure majeure, c'est un cheval qui a une particularité, c'est un cheval en mouvement, qui a la tête retournée et qu'on va éclairer avec un autre éclairage pour arriver à bien le visualiser. Voilà, on passe vraiment d'un éclairage pour lequel on ne voyait pas grand-chose et là vous allez voir. Donc là va apparaître la ligne dorsale et surtout ce mouvement de retour de tête en arrière avec cette tête très longue et très fine, caractéristique des équidés préhistoriques. La crinière qui est là, et donc voilà, il descend complètement ici en dessous. Alors ça, c'est une figure majeure parce que, en fait, on a vraiment le mouvement, c'est ça. Exactement. On est habitué à voir, notamment aussi dans les peintures, dans les gravures, la tête qui va dans le prolongement, et là, c'est vraiment l'inverse. Et là, il y a ce port si particulier, et important de se dire que c'est peut-être une des toutes premières fois où cette notion de mouvement va apparaître dans l'histoire de l'art. On voit ça aussi à Chauvet. Je le répète, nous sommes dans la même période que la grotte Chauvet ici. D'accord, donc vraiment une des figures à ne pas manquer, mais quand vous venez faire la visite, les guides conférenciers vous proposeront de s'attarder et c'est vraiment extraordinaire de se retrouver devant cette gravure. Est-ce que tu as d'autres peut-être gravures à nous proposer? Alors il y en a beaucoup, mais on va insister sur les gravures principales. On va voir ici donc en face de nous deux très beaux chevaux qui se suivent avec ce port de tête assez altier et caractéristique. Donc le premier qui est sur la gauche ici avec, je décris la crinière, une tête là aussi très très longue hein, qui regarde vers la droite. Exactement, vers la droite. Et donc je vous en fais le contour hein, puisqu'il est complet. Il descend ici donc au niveau de l'antérieur, ventral, schématiquement la patte arrière ici. Nous avons même la queue et la ligne dorsale. Voilà pour ce premier cheval. Peut-être tout à l'heure avec un éclairage rasant. Oui, on va montrer d'autres éclairages, c'est ce qu'on voit grâce à ton laser. Ouais. Tout à fait. Et l'autre cheval qui est juste devant, qui est peut-être un petit peu moins évident, mais qu'on arrive, je pense, à très bien décrire, la crinière. Et vous voyez le même type de tête, très profilé ici. Donc cette tête très fine est caractéristique peut-être de ce type de cheval qu'on retrouvait Tout à fait. Ouais, ce sont des chevaux type Przewalski avec des têtes très très longues et très effilées, avec des crinières très très épaisses. Et là, ça apparaît réellement aussi sur l'image paléolithique. Voilà, parce que pour ceux qui pourraient se dire ah, mais ça ne ressemble pas aux chevaux qu'on connaît, évidemment, ils représentent des espèces d'animaux différentes. Tout à fait, tout à fait. Même si ce type de cheval existe encore aujourd'hui en Europe de l'Est, mais il a cette caractéristique-là vraiment très 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 effilée. Des petits chevaux, assez petits, très rablés, très costauds. Et donc les images paléolithiques nous les transcrivent très très bien. Parfait. Est-ce qu'on peut tester cet autre éclairage dont tu nous parlais et qu'on a envie de découvrir? Donc là, pour voir ces chevaux... On va passer dans l'obscurité. Voilà, on va se mettre dans le noir. Restez avec nous parce que ça va se révéler de nouveau. Le noir le plus total. Et donc avec un petit bâton à LED, un petit bâton lumineux, moi je vais éclairer progressivement. Et théoriquement, la tête du cheval va apparaître beaucoup mieux avec un éclairage qui va apparaître comme ça. Tu me diras, Baptiste, quand... Oui. Voilà. Donc là, on voit bien très bien les ombres, en fait, qui permettent de bien voir et de bien appréhender le contraste qui apparaît comme ça sur le rocher. Et donc l'autre tête, voilà, que je vais éclairer, qui va apparaître aussi comme ça, qui est super... Très très belle, très très fine, on la voyait déjà bien tout à l'heure, mais là, je pense qu'on peut apprécier la profondeur du trait. On part de gravure à pair non pair, mais on est parfois à la limite de la sculpture, parfois du bas-relief. Oui, et tu expliquais une différence aussi de traits dans la gravure par rapport à certains sont vraiment gravés à 10-15 mm et voilà, il y a vraiment aussi une importance. Tout à fait, en fait ici on est vraiment en présence d'un arrachement de matière extrêmement conséquent. Par exemple, la grotte de Père-non-Père, la grotte des Combarelles, où vraiment nous avons des traits très très fins. Ici, on voit vraiment qu'il y a un enlèvement massif. Hein, ce sont des coups de pic de silex très vigoureux sur le calcaire pour arriver à arracher la matière et créer la figuration gravée. Parfait, on voit très très bien en effet la révélation grâce à cette lumière différente. Donc lors de votre visite, il faut vraiment venir visiter Père-non-Père parce qu'on découvre ces formes de manière différente avec toutes les explications, c'est assez passionnant. Voilà pour ces chevaux. Parfait.
On met un peu de lumière. Alors, puis on va peut-être... est-ce qu'il y aurait un dernier... alors on va voir un dernier panneau, sachant qu'il y a d'autres figurations, bien évidemment. Oui, c'est ça. C'est qu'on ne dévoile pas tout, hein, vous le savez, à chaque fois dans nos visites, on vous laisse... on vous donne envie aussi de venir visiter, voir par vous-même. De toute façon, ça n'aura rien à voir avec cette vidéo de découvrir par soi-même. L'émotion n'est jamais la même. Jamais. Et puis évidemment, il manquera certains panneaux de gravure que vous pourrez découvrir. Alors ici, nous sommes sur le dernier panneau qui est montré dans le cadre d'une visite traditionnelle, avec des traits comme ça qui peuvent paraître enchevêtrés, emmêlés et difficiles de lecture. On va détailler 2 figurations gravées majeures sur ce panneau-là. Une qui est tournée vers l'entrée. Alors, ici. est-ce que tu aurais un peu de lumière pour nous montrer, parce que c'est vrai qu'ici, on est dans... Tu as du mal à voir? Oui, alors, tout à fait. Cet éclairage, ça va être, pour celui-là, ça va être peut-être un petit peu différent. Je ne sais pas si elle est... Là, on verra mieux. Voilà, tu verras bien ici. Donc, c'est un superbe bouquetin. On voit des très très belles cornes qui viennent jusque-là. La tête ici. Oui, on voit. Voilà, on le détaille ici, hop, avec la patte postérieure et la petite queue rabaissée. D'accord, on voit bien. Voilà pour ce bouquetin. Et juste alors, tourner vers le fond, ça c'est une gravure majeure. Il faut que je fasse un petit jeu de lumière aussi. C'est un animal préhistorique qui est relativement peu représenté en art pariétal. C'est un cerf, Mégacéros ou Mégalocéros. C'était un cervidé géant de la taille d'un cheval à peu près, avec des bois gigantesques. Donc une espèce d'animal qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Voilà, qui a totalement disparu et très souvent représenté avec une bosse dorsale. Donc je vais l'éclairer progressivement. Il va apparaître comme ça. Nous avons la tête ici, très longue et très profilée, avec plusieurs bois. En fait, il y en a 7 qui sont représentés. Donc, pour montrer l'amplitude de cette ramure, le cou et surtout la bosse. Vous voyez l'énorme bosse dorsale ici qui est bien transcrite. Le dos, alors après c'est peut-être un petit peu plus complexe, mais très intéressant néanmoins parce qu'il va se mélanger avec le petit bouquetin qu'on a vu précédemment. Voilà, donc un mélange de traits, voilà la patte antérieure et on rejoint la tête qui est là avec un petit trou pour l'œil. Voilà, Mégacéros, je le répète, très rarement représenté, peut-être une douzaine, peut-être un petit peu plus aujourd'hui de Mégacéros complets dans l'ensemble des grottes ornées connues à ce jour. Donc c'est important d'en avoir un, en tout cas visible en vrai, dans une vraie grotte de la préhistoire. Très bien. Bon, ben déjà, merci. C'est assez magique d'avoir pu voir ces gravures. Mais comme tu l'as dit, on est dans une grotte qui a servi aussi d'habitat. Les gens nous suivent souvent dans les châteaux. Il y a les galeries d'art et puis il y a les chambres. Voilà, on va faire un petit peu la même chose et là, pénétrer dans la zone d'habitat. Je vais attraper ma lampe. On prend la lampe évidemment pour éclairer tout ça et on sort de la zone des gravures. Alors, zone d'habitat, ça c'est très important aussi, puisqu'en règle générale, les grottes ornées préhistoriques n'étaient pas ou très peu fréquentées. C'est pour ça que l'on pense peut-être de plus en plus au côté sanctuaire, peut-être mystique, religieux de ce type d'endroit. Et donc, il faut des exceptions, et Père Nampère en fait partie, donc grotte ornée, mais un habitat extrêmement conséquent. Alors comment est-ce qu'on sait que ça a été habité? Donc des milliers d'outils découverts ici, qui sont conservés au musée d'Aquitaine. On va retrouver à la fin de la vidéo, voilà, tout à fait. Exposés au petit musée de l'accueil. Voilà, au bâtiment d'accueil. Donc il y a 15 000 outils découverts ici, 6 000 ossements animaux, ce qui correspondent aux déchets de ce que les hommes consommaient, tout simplement. Et le troisième élément très important, ce sont les traces de foyers. Et donc, on a trouvé tous les foyers, on va dire, concentrés ici. Donc, une succession comme ça de couches de cendres avec des ossements d'animaux carbonisés. Alors, pourquoi cette concentration? Alors, est-ce que tu peux nous allumer un petit ici, peu voilà, ici, on est pratiquement... À nos pieds, voilà, on n'a plus de traces, mais on sait que vraiment, c'était ici la concentration. Exactement. Et pourquoi les hommes ont-ils choisi de faire le feu ici et nulle part ailleurs? Il suffit simplement de lever la tête. Et on voit ici donc un autre trou, bien sûr fermé aujourd'hui avec ces blocs rocheux pour des raisons de conservation, mais qui à l'époque ne l'était pas évidemment, et qui permettait en somme le tirage, l'évacuation des fumées vers l'extérieur. D'accord. Est-ce qu'on sait, j'ai une question, tu disais peu habité, le nombre de personnes qui pouvaient vivre, j'imagine que c'est compliqué. Ouais, ça c'est impossible à dire, on peut pas, si je te dis 16, tu vas me dire comment tu le sais, je vais te dire je sais pas, donc scientifiquement je ne serais pas crédible, donc on va dire qu'il y avait un groupe humain certainement conséquent qui
s'ils ne vivaient peut-être pas nécessairement tout le temps à l'intérieur de la grotte, on peut néanmoins imaginer un habitat concentré à l'extérieur de la grotte dans un environnement assez immédiat. D'accord. Et très bien, très bien. On parlait un petit peu là du foyer, donc il y avait d'autres zones, c'est ça? Alors, la zone qu'on voit peut-être. Alors, si tu veux le foyer ici, alors ce qui est intéressant, c'est que ici sur ma gauche, on voit une petite salle qui est éclairée. Et si j'éclaire cette zone-là, on en voit une autre un petit peu plus grande, guerre profonde. Elle s'arrête à peu près au point laser ici. Mais là aussi, ce sont des zones naturelles, évidemment. Mais que dire, on peut imaginer là aussi une organisation sociale autour du feu, c'est-à-dire là aussi place à l'imaginaire, encore une fois, manger, dormir, fabriquer des outils. En tout cas, un lieu d'habitat extrêmement important. Je le répète, nous sommes à Père-non-Père avec 60 000 années de fréquentation humaine, ce qui n'est pas rien. Oui, tout à fait. C'est sûr que beaucoup de monuments ne peuvent pas en dire autant. Une question évidemment que je pense que tout le monde se pose sur... on sait que les températures n'étaient pas les mêmes à ces époques-là. Aujourd'hui, on a plus froid. D'ailleurs, c'est une très bonne idée de venir visiter quand il fait de fortes chaleurs, évidemment, ce qui a été le cas depuis ces derniers temps. Mais quelle température faisait-il dehors et dans cette grotte ? Alors ici, bon, en ce moment, la température est à 16 degrés. Après, c'est difficile exactement de dire à l'époque de la préhistoire quelle était la température. Ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes en contexte glaciaire durant la fréquentation humaine. Pour bien appréhender cette période-là, il faut se dire que François Dallot, lors des fouilles du 19e siècle, a mis au jour des ossements de rennes. Donc il suffit de voir où vivent les rennes aujourd'hui pour imaginer donc les températures qu'il faisait ici, un peu des températures du nord, de l'Europe de l'Est. C'est pas le pôle Nord, mais en fait des hivers très rigoureux et des printemps, on va dire, plutôt agréables. Donc quand il y a des températures négatives à l'extérieur, ici la température de la grotte est toujours positive. Donc aux alentours de entre 9 et 11 degrés, on peut imaginer cette température-là durant la fréquentation préhistorique. Très bien. Merci beaucoup pour ces informations. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou sinon on donne rendez-vous à nos visiteurs au bâtiment d'accueil pour aller voir voilà, notamment les outils dont tu parlais et puis des objets authentiques qu'on a retrouvés. Voilà. On reste dans l'authenticité à Père-non-Père, aussi bien dans les œuvres d'art présentées que dans les outils qu'on va voir dans un instant au bâtiment d'accueil. Parfait. Bon, restez avec nous et à tout de suite. Alors on se retrouve à l'extérieur, c'est là où quand vous viendrez visiter, vous passerez évidemment, il faudra profiter de cet endroit avant de rentrer dans le bâtiment d'accueil dans lequel on va se rendre. On est ici donc vraiment à la campagne, hein, autour des vignes des Côtes de Bourg qui nous entourent. Effectivement, on est en plein vignoble du Bourget, hein, l'appellation exacte est le Côte de Bourg, donc un vin assez intéressant, assez costaud. Et donc là, on est dans la prairie qui n'est pas très loin donc, de la partie boisée qui mène à la grotte de Père-non-Père, avec sur ma droite le bâtiment d'accueil, un bâtiment assez original qui a d'ailleurs obtenu le label architecture contemporaine remarquable il y a très peu de temps. Et donc il peut paraître comme ça assez austère, il fait un peu blockhouse, mais quand même très intéressant, donc en chêne massif, qui n'a pas été traité, donc qui vieillit par oxydation. Un mélange de béton aussi. Le béton a été coffré avec des planches de chêne. On ne voit pas trop la différence. Du verre, nous verrons à l'intérieur les vitrines et aussi une toiture en cuivre et un bâtiment qui s'intègre parfaitement dans le paysage environnant. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'on montre souvent pour nos abonnés des châteaux, des monuments sur lesquels l'espace d'accueil est directement intégré. Les grottes offre aussi cette complexité forcément d'intégrer un bâtiment qui doit respecter la nature et en même temps qui ne peut pas être dans la grotte. Donc tout à fait. C'était un vrai pari lors de la création de ce bâtiment hein, qui a été construit et inauguré en 2007. Hein, c'est très récent. Et donc parfois, une des meilleures récompenses, entre guillemets, c'est quand les visiteurs n'arrivent pas à trouver le bâtiment, c'est-à-dire qu'ils passent sur la route qui est juste derrière, et ça veut dire que le bâtiment est tellement bien intégré dans le paysage qu'ils ne le voient pas, donc ils voient un petit peu dans le chemin sans issue, et après ils se rendent compte que le bâtiment est là. Voilà, donc vous entendez, il faut bien chercher, si jamais vous vous perdez, prenez le temps de représenter le paysage autour de vous, de prendre le temps de le regarder, mais voilà, Père-non-Père s'intègre complètement, le bâtiment d'accueil s'intègre complètement, et on va y aller parce qu'il y a un intérêt évidemment à ce bâtiment d'accueil qui avait été fait notamment par le ministère de la Culture et par les DRAC, c'est ça, la DRAC de la région. Et donc évidemment, il y a un intérêt aussi de médiation, de découverte d'objets. Allez, on s'y rend tout de suite.
Alors Marc, nous voici dans ce bâtiment d'accueil dont on vient de parler. On en a parlé aussi quand on était dans la grotte, l'intérêt pour les visiteurs vraiment de prendre le temps de passer par ce bâtiment, notamment parce qu'on voit ici les objets. Tu parlais des outils des espèces humaines. J'imagine que ce sont des éléments qui permettent de comprendre aussi. Absolument, c'est un appui, un support à la présentation qui se fait dans la cavité. Donc ces vitrines sont visibles des deux côtés, de l'intérieur comme de l'extérieur. Et donc ce que l'on voit ici de manière très schématique, c'est les deux périodes d'habitat, en tout cas les deux espèces humaines qui se sont succédées ici, avec ici un crâne d'homme de Néandertal, donc première occupation de père non père, et l'industrie lithique, c'est-à-dire les outils, les silex, qui correspondent à cette occupation. Donc de superbes biphases, entre autres des grattoirs, des pointes moustériennes aussi. Et tout ça, ce sont des objets originaux trouvés dans la cavité et qui proviennent de père non père et conservés bien évidemment aujourd'hui au musée d'Aquitaine à Bordeaux. Donc c'est un dépôt de la ville de Bordeaux auprès du Centre des Monuments Nationaux. Et sur ce côté-là, donc la présence de Cro-Magnon, Homo sapiens, donc c'est lui le premier artiste, et donc c'est lui qui est venu graver ici à père non père avec idem les outils qui correspondent à cette culture-là. D'accord. L'Homo sapiens est donc la même espèce d'homme qui a vécu donc pendant l'Aurignacien et pendant après Afon-de-Gomme. Absolument. Voilà, c'est le même homme, absolument. Pas la même époque. Tout à fait, tout à fait. Et nous sommes les descendants directs de ces Homo sapiens. C'est ce qu'on appelle communément Cro-Magnon. Donc c'est notre ancêtre direct, ce qu'on appelle les hommes anatomiquement modernes. Aucune différence majeure entre ces populations-là et nous aujourd'hui. Très bien. Tu voulais nous montrer une deuxième vitrine sur l'art peut-être aussi. Alors c'est plutôt une vitrine qui est concentrée sur les vestiges osseux, les vestiges des animaux qui ont été découverts à père non père. C'est extrêmement important parce que ça permet de voir une faune qui a complètement disparu. On voit ici une scapula, enfin une omoplate de rhinocéros laineux, évidemment, une cheville osseuse de bison, c'est-à-dire la base de la corne de ce bovidé. Et puis également quelques éléments qui peuvent permettre d'appréhender un petit peu mieux l'art préhistorique à père non père. On a parlé des gravures, on sait qu'elles ont quand même été à la base peintes. Et donc ce que l'on voit là ici en numéro 1, ce sont des boules d'ocre. Et donc, voilà, cet ocre qui pouvait être mélangé, dilué, chauffé, etc. et qui servait de pigment pour colorer les figurations gravées. D'accord. Voilà. Tu nous parlais, je ne sais pas si on a eu l'occasion, mais il y a notamment des coquillages qui sont présents aussi dans la grotte et qui datent, de millions d'années. Alors ça, ce sont les fossiles, oui. Effectivement. Voilà, on ne l'a pas vu, mais là, j'espère que vous viendrez le voir. Il y a une superbe représentation de mammouth. Et donc, c'est un coquillage fossile qui a servi de point de départ à la figuration gravée et donc qui représente l'œil de ce mammouth. Alors, il y a une molaire de mammouth ici qui est bien présente aussi. Un crâne de loup, donc ça indique vraiment une faune dont on a du mal à croire qu'elle était présente ici. Il y a même aussi l'imaginaire joue évidemment beaucoup. Quand on vient visiter, il faut laisser place à l'imagination. C'est aussi beau de ne pas tout savoir sur ces périodes. On en sait déjà beaucoup pour des périodes aussi lointaines, mais l'imaginaire doit laisser place. Voilà, et notamment peut-être pour les enfants. D'ailleurs, une question sur les familles. Est-ce que la grotte est accessible vraiment en famille pour les enfants? Est-ce qu'il y a un âge minimum peut-être? Voilà, nous on conseille vraiment l'âge minimal, c'est 7 ans à peu près, à partir de 7 ans. Vraiment, en dessous, c'est un petit peu compliqué parce que la grotte est relativement petite. On va rester statique pendant un long moment. Les visites peuvent durer jusqu'à 1 heure. Donc vraiment, à partir de 7 ans, c'est l'âge idéal. Ok, parfait.